Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Échange sur mesure, émission dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux produits structurés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Pierre Bermond de EOS Allocation. Bonjour Pierre. Bonjour. On va peut-être parler de toi dans un premier temps, de ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené à créer EOS Allocation et être aujourd'hui un acteur de référence sur l'univers de la gestion de patrimoine? J'ai toujours été dans la finance. J'ai fait des études en école de commerce et ensuite j'étais en salle de marché. En salle de marché, d'abord sur les taux et l'échange au Crédit Lyonnais et ensuite en dérivés actions et produits structurés à la Société Générale. Ensuite, je suis passé par société de gestion en tant que responsable de l'allocation d'actifs. J'ai fait également du conseil aux investisseurs institutionnels et j'ai décidé ensuite de monter EOS Allocation pour faire pareil du conseil en allocation d'actifs et sélection de fonds. D'abord pour les investisseurs institutionnels et en fait ça a été un peu compliqué sur les investisseurs institutionnels parce que quand on démarre, faut avoir 5 ans d'expérience. Donc c'est un peu compliqué. J'ai eu la chance de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine, Jean-Olivier Housset, qui m'a dit il y a peut-être quelque chose à faire sur les conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est vrai que je suis allé sur les conseillers en gestion de patrimoine, toujours donc sur conseiller en allocation d'actifs et sélection de fonds. Et puis je suis resté sur ce créneau-là parce que c'est des investisseurs que j'apprécie beaucoup. Et c'est quoi du coup les principaux enjeux aujourd'hui? Quelles sont les problématiques auxquelles tu es confronté avec les professionnels de l'épargne aujourd'hui? C'est qu'on doit quand même faire preuve de beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire que parfois, c'est compliqué d'expliquer la diversification de portefeuille et comment construire un portefeuille. Très souvent, la question qu'on me pose, c'est donnez-moi des bons fonds. Un bon fonds ou une bonne solution, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si on fait ça, si on faisait ça sur les 24 derniers mois, on agrégeait finalement des fonds qui avaient de la tech US et des Seven Magnificent. Si on faisait ça, on serait pris un bouillon énorme. Et je continue cet exemple. T4 2024, on a eu une énorme pression des conseillers pour dire non, on s'en fout de l'Europe, faites que des US, il faut faire des US. Et nous, on a plutôt dit attention, vous allez faire une énorme bêtise parce que sur les PE qu'on a, c'est dangereux d'aller aujourd'hui sur les actions US. D'ailleurs, on a fait un article là-dessus dans H24 Finance et ça a été plutôt bien, mais ça veut dire qu'on a aussi 2024, on était sous-performant et 2025, à l'inverse, on est largement surperformant. Donc c'est plutôt cet effort de pédagogie et vraiment expliquer ce qu'est une construction de portefeuille. Alors justement, dans cet univers assez large de fonds, comment est-ce que chez EOS, vous sélectionnez les partenaires avec lesquels vous allez travailler, ou en tout cas les sociétés de gestion ou les acteurs que vous mettez en avant auprès des CGP? Alors d'abord, et c'est très important, on travaille sur l'allocation d'actifs. Donc avant de poser la question du partenaire, on pose la question de quelle classe d'actifs. Donc actions européennes, plutôt value, plutôt petite capi, large cap et ainsi de suite. Une fois qu'on a choisi cette diversification de portefeuille et ce mix d'allocation d'actifs, on va aller chercher justement des partenaires. Et tu fais bien de le dire, des partenaires avant la solution d'investissement. Donc on va regarder, est-ce que la société de gestion a une architecture propice à générer de l'alpha? Est-ce que la structure de frais est bonne et finalement ne va pas gréver la performance? Est-ce que le gérant peut s'exprimer dans sa gestion? Est-ce qu'il y a quand même des garde-fous? Donc on va regarder les facteurs de performance, les facteurs de risque, donc on va décortiquer un petit peu l'environnement dans lequel ces solutions d'investissement sont présentées et fournies aux investisseurs. Alors on va peut-être maintenant parler un petit peu de produits structurés, puisque c'est en tout cas une classe d'actifs qui nous anime tous les deux au quotidien. Quel était ton regard lorsque tu as entendu pour la première fois parler des produits structurés? Alors moi c'est un petit peu spécial puisque comme tu l'as compris, j'ai démarré dans les dérivés actions et à la salle de la Société Générale, donc début 2000 qui était... c'était un peu la Mecque, la Société Générale début 2000. J'ai rencontré d'ailleurs tes patrons, Antoine Delon et Yves Conan, qui étaient à 5 mètres de moi à la Société Générale. Moi, j'étais plutôt côté ingénierie financière. Je suis arrivé, je faisais école de commerce, j'étais côté ingénierie. J'ai dit, il va peut-être falloir me former. On m'a donné un polycope, ça s'appelait mathématiques financières, Polytechnique 2001. J'ai un peu galéré. Donc, première approche, quand même quelque chose de technique, de compliqué. Mais... en fait, c'est pas forcément ce qu'il en ressort derrière, puisque souvent, ce qui est mis en avant par Airbus, par d'autres, c'est la lisibilité. Donc il y a un socle technique derrière, il y a des options, mais finalement, le produit n'est pas si compliqué que ça. Tu parles parfois de complexité ou en tout cas de mécanismes un petit peu durs à appréhender pour un investisseur particulier. Quelle est selon toi la principale force de ces produits? Pourquoi est-ce qu'ils connaissent un engouement aussi important sur le marché? C'est quand même par rapport à cet aspect qui peut être technique, finalement le produit fini, il est lisible.
C'est est-ce que vous pensez que le CAC 40, dans 10 ans, il sera plus élevé ou moins élevé qu'aujourd'hui ? Plus élevé. Bon, bah, s'il est plus élevé, voilà, vous avez cette structure avec des coupons, ainsi de suite. Donc finalement, c'est lisible. Alors, c'est lisible, on a un peu perdu quand même en lisibilité avec les indices, moi je les appelle trafiqués, vous les appelez optimisés, mais alors je plaisante avec le trafiqué, mais c'est que finalement il y a des indices qui sont plus aussi lisibles que le CAC 40, mais sur ces indices Decrement, ce que je dis souvent c'est il faut voir ce que je perds, mais il faut voir à côté ce que je gagne, parce que ça, on a un meilleur coupon, on a des formules qui sont un petit peu différentes. Toi aujourd'hui, comment est-ce que tu articules ces produits-là dans le conseil que tu vas donner au CGP ? Alors les produits structurés, je dirais avant, il y a 2-3 ans, c'était plus facile parce que c'était quasiment intégralement des produits actions. Ouais. Donc c'était quand même dans la poche action. Maintenant, il y a à peu près un tiers des produits qui sont plutôt des produits taux. Donc c'est quelque chose de mixte. Pour nous, c'est quand même une poche avec un risque action. Même si ça peut être discuté. Donc c'est pas forcément une poche à part, c'est-à-dire que ça va quand même manger sur la poche d'actifs risqués. On ne le voit pas comme un actif sans risque, mais ça a son intérêt dans une poche globale, dans une allocation d'actifs globale. Et donc aujourd'hui, dans tous l'offre qui est disponible, tous les acteurs qui font des produits structurés, quel est ton regard sur Herbis et sur la manière dont on travaille, nous, cette classe d'actifs sur le marché ? Alors je dirais qu'au départ, quand j'ai vu les brokers se monter, je ne voyais pas l'intérêt. Pour moi, les brokers, c'était quoi ? C'était une marge supplémentaire alors que j'avais accès directement aux salles de marché, donc je ne voyais pas l'intérêt. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai plutôt changé d'avis parce que y a un service derrière. Et je parlerai spécifiquement d'Herbis, ce que vous faites avec Herbis Map, vous avez été précurseur, moi je le vois pour des family office qu'on peut rendre comme service, comme lecture de toute la stratégie structurée, c'est un vrai avantage. Ensuite, grâce au broker, on a accès à une multitude d'émetteurs et pas seulement les émetteurs franco-français. Je suis plutôt pro-broker. Mais aussi il y a les émetteurs en direct parce qu'il y a justement ce conseil et ce service. Et donc dans le contexte de marché qu'on connaît actuellement qui est un petit peu agité, avec les politiques un petit peu en rebondissement du président américain, quel est le bon conseil ? Quelle est selon toi la meilleure stratégie à utiliser pour un produit structuré ? Comment est-ce qu'on peut créer, on va dire, la bonne formule en ce moment ? Déjà, je vais commencer par ce que je ne ferai pas. Donc je sais qu'on a eu des discussions par rapport à ça. Pour moi, c'est jamais, au grand jamais, de single stock. Donc ça peut être discuté parce que je sais qu'il y a pas mal d'émissions là-dessus. Donc je vais un petit peu m'expliquer. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, il y a à peu près 3% des produits structurés qui ont des performances négatives. Sur ces 3% de produits structurés, quasiment 100%, ce sont des single stocks. Tout à fait. On les connaît, on a entendu les Orpea, les Valourec, les Rallye. Donc tout ça, ça a été des single stocks. La seule chose où on pourrait dire on fait des single stocks, c'est saucissonner en plein de produits single stock. Donc on va avoir une dizaine. Mais moi, je vois quand même des CGP faire 15-20% du portefeuille d'un client sur un single stock. Ça, je trouve que c'est trop et ça ne va pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, au contraire, qu'est-ce qu'on peut aller faire ? C'est une diversification de produits structurés, c'est-à-dire qu'il y a des fois où les conditions de marché vont être intéressantes pour faire du capital garanti, du taux, de l'Athéna, du Phoenix, donc il faut regarder. Si on parle de en ce moment même, nous on regarde pour les clients des transatlantiques. Ouais. Pourquoi ? Parce que il y a cet aspect US où les US ont beaucoup baissé, la volatilité a augmenté et on a une diversification entre l'Europe et les États-Unis. Après, quand on dit ça, c'est une idée. Après, il faut voir ce qu'on fait exactement. Et je ne suis pas anti-Decrement parce que le Decrement permet aussi d'avoir des garanties supplémentaires et notamment tout ce qui est best strike. Donc d'avoir, pour expliquer, 2 ou 3 dates de strike. Ça permet d'avoir une période de commercialisation qui est longue. Donc on a le temps d'aller commercialiser. Et en plus, on est à l'aise dans des marchés très volatiles. On strike le jour J, puis dans un mois, puis après dans 2 mois et ça va être le strike mini. Donc ça apporte quand même une tranquillité supplémentaire. Mais ça, ce sont quelques idées. Il faut voir bien entendu les conditions de marché et l'investisseur auquel on s'adresse. Pierre, merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces bons conseils en tout cas. On a le plaisir d'échanger les équipes d'Herbis et Hauss Allocation au quotidien. Donc un grand merci pour ta confiance et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Échange sur mesure avec un nouvel invité. À très bientôt.